En fait, il est très bien que j'ai finalement assez peu de temps. Je vais essayer de, puisqu'il s'est dit tellement de choses qu'il est bien sûr tout à fait impossible de les restituer avec exactitude toutes. Et donc j'ai plutôt choisi pour rendre compte en peu de temps de ce très beau colloque pluridisciplinaire et qui nous a montré que il n'y avait absolument pas de tour de Babel, là on s'est compris parfaitement bien. Hein. Les concepts étaient largement partagés, les méthodes, on va parler de généalogie, l'analyse conceptuelle ce matin avec Jean-Jacques Sueur, les méthodes aussi assez largement partagées, l'idée même aussi que c'est quand même le grand thème de ce colloque, que quand on parle de droit, notamment de droit constitutionnel, de constitution en particulier, on parle de réalité sociale, de réalité économique, on ne parle pas que d'idéologie, même si les idéologies contribuent aussi à travers les concepts qui les restituent, à parler aussi de réalité sociale, tout ça est bien mêlé. Nous avons bien vu effectivement, c'est très encourageant, ça fait très chaud au cœur de voir effectivement, surtout pour des juristes qui se sentent souvent un peu isolés finalement, qui s'isolent eux-mêmes en réalité des autres sciences sociales, de répondre ainsi à l'invitation des organisateurs pour ce type de colloque. Et je pense que, bon, il y a certains d'entre nous qui sont à la fois philosophes et juristes, ou économistes et juristes, mais c'est assez rare et je crois qu'il faut plaider et replaider constamment dans nos facultés de droit et dans l'enseignement dans les facultés de droit dès l'année de licence pour ce genre sur ce genre d'approche par le droit interdisciplinaire et pas seulement des bilicences où on fait du droit et de la philosophie, mais c'est bien aussi, mais qu'on fasse les deux en même temps aussi, voilà. Je ne reviens pas sur ce que certains d'entre les intervenants ont dit, sur ces mots en isme, qui peuvent éventuellement paraître, parce que justement en isme engendrer des confusions. En fait, je ne crois pas qu'en fait, qu'ils engendrent des confusions, je pense qu'ils engendrent plutôt des conflits, c'est-à-dire en fait des conflits d'interprétation. Finalement, qu'est-ce que c'est que le capitalisme? Il y a plusieurs théories du capitalisme, la théorie marxiste, celle de Zombart, celle de Weber, etc. Bon, celle aussi d'un historien du droit remarquable qui est Harold Berman, un droit et révolution. Bon, ils ont des théories différentes, et donc par conséquent, mais en fait ils parlent de la même chose. Et donc c'est et c'est pareil pour le libéralisme. Le libéralisme, il y a des théories très différentes, on en a beaucoup parlé, mais en réalité ce sont et c'est pareil pour le constitutionnalisme aussi, et en fait, pourtant ils ont des points communs, des modèles communs, comme disait Galli, hein, qui parlait des concepts essentiellement contestés. Ce sont des concepts essentiellement contestés, dont la signification ne se trouve que dans la discussion sur ces concepts-là. Donc, bien évidemment, ça complique les choses, mais si on voit les choses de cette façon-là, ça permet aussi quand même un peu d'aider pour avancer. Donc, bien sûr, je ne commençais pas par définir ni le capitalisme, ni le libéralisme, ni le constitutionnalisme, mais au fil de l'eau, nous aurons l'occasion de... Bon, pour en revenir donc à la ligne directrice de ces conclusions, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen pour moi, vu la très grande diversité, la très grande richesse de ce qui est dit, d'en rendre compte un peu par un survol, en réalité en essayant de donner une dimension dynamique, si c'est possible, à ce qui a été dit en trois temps, peut-être les uns et les autres, peut-être pas forcément égaux, mais premier temps qui consiste effectivement à dire, et bien sûr, et c'est bien vrai, et il n'y a aucun doute là-dessus, qu'il y a un lien très fort, très étroit. Il est difficile de parler de causalité dans le domaine des sciences sociales, mais voilà, il y a quand même une interférence, il y a des rencontres, il y a entre le constitutionnalisme et le capitalisme, via ou pas le libéralisme. Ce lien, il est établi pas seulement par Charles Beard, mais il est aussi établi, il a été établi par Marx, il a été établi par Beckenford, il a été établi par en France, Olivier Beau le fait valoir très clairement aussi. Donc il n'y a pas là-dessous de doute, mais en même temps, faut-il encore essayer ça a été dit aujourd'hui par Marc Chevrier, qui a montré effectivement en quoi le constitutionnalisme, par la séparation de l'impérium et du dominium, précisément restituer sa liberté en le séparant, en lui enlevant l'impérium, restituer au dominium sa totale liberté, etc. Donc on a ici un champ très très clair que je me contenterai de rappeler peut-être, j'espère assez rapidement, pour arriver sur finalement un second champ qui nous a été aussi révélé aujourd'hui,
de façon dans une musique un peu plus éloignée, mais néanmoins très présente, et qui consiste à considérer que finalement, ce lien entre, d'ailleurs on le sait bien, entre constitutionnalisme et capitalisme, en fait, n'est quand même pas un lien si étroit que ça, parce qu'il y a bien évidemment, grâce au libéralisme peut-être, et les différentes versions qu'il peut porter, il y a la possibilité que le constitutionnalisme et le droit en général puissent devenir en quelque sorte créer contre une partie du capitalisme des antidotes, des droits, des revendications, des instruments de lutte, et donc par conséquent, on l'a dit ce matin en particulier avec Judith Revel, mais on l'a dit aussi plus généralement aussi, et pour créer par exemple ce que M. Hierso a montré, l'état social, qui quand même est la création du droit, même si cette création, on l'a dit aussi, ne résulte pas nécessairement des constitutions économiques formelles qui ont voulu dans la Constitution introduire je dirais des droits sociaux qui en général n'ont jamais été effectifs, mais il n'en reste pas moins vrai que c'est par le libéralisme, par des revendications qui sont issues des droits et libertés et de la philosophie du libéralisme qu'on a pu construire l'État social, en particulier à partir de conceptions, on l'a dit ce matin, à partir du droit de propriété, on peut passer du droit à la propriété, par exemple. Et donc, il y a tout ça, effectivement, c'est un travail social, un travail juridique qui aussi a été établi. Et puis, enfin, je dirais, le dernier temps de ce colloque, je voudrais aussi mettre en évidence, c'est le fait que, je dirais, le troisième temps, c'est et maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout ce dont on vient de parler rapidement, en réalité, on a bien le sentiment, pour que ce soit parce que l'environnement et le climat s'allument et qu'on ne sait pas très bien si les mots que nous avions, capitalisme, constitutionnalisme ou libéralisme, ont encore au même sens face à cela, soit parce qu'effectivement on a un capitalisme qui s'est tellement diffusé dans l'homme entrepreneur, l'homme capital, comme a dit Judith Revel ce matin, qu'en réalité c'est toute la vie qui est saisie par, en quelque sorte, la pensée de l'homme entrepreneur et donc d'une certaine forme de capitalisme, nouvelle forme. Et par rapport à ça, on sait bien dans l'université, hein, pourtant on n'est pas les plus mal logés en France par rapport aux Anglais ou par rapport à d'autres, aux Américains, mais combien effectivement on nous demande d'être des entrepreneurs de notre propre travail et pour mieux nous asservir en réalité. Donc par conséquent, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce que les mêmes ressources que nous avions avant sont encore présentes? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au droit global, le droit privé, dont parle Tubner, etc. Donc bref, qu'est-ce qu'on fait face au fait que le dominium récupère l'impérium, comme ça a été dit tout à l'instant par Marc Chevrier? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Voilà les trois temps que je voulais évoquer. Hein. Mais je les ai déjà évoqués, à vrai dire. Mais on peut effectivement les reprendre, mais sans insister non plus. Il y aura un texte écrit après, donc ce sera l'occasion de le faire. Sur le premier point, donc, ce que je voulais surtout dire, je voudrais citer ici Olivier Beau, hein, qui nous dit, dans un texte très intéressant sur le mot constitution, qui nous dit il y a un mot, le terme de constitution, notre concept de constitution, le concept moderne de constitution, en tout cas en France, c'est les deux républiques sœurs, comme on dit parfois, la République américaine et la République française, hein, ont inventé, ce mot constitution est devenu un mot que l'on comprend très bien, sans devoir dire la constitution de l'État, parce que la constitution est devenue, avec le constitutionnalisme, précisément, une notion, un concept tout à fait nouveau qui n'existait pas en France, par exemple, sous l'Ancien Régime, et qui est précisément ce document très particulier, ce document dont la force juridique est supérieure aux autres normes juridiques, qui est un document unitaire. Il n'y a pas la Constitution dans des lois différentes du royaume, etc. C'est un document unique, un document qui est destiné à créer l'autorité, qui crée lui-même l'autorité, qui n'existe pas avant que ce document ait été produit, qui révèle aussi le peuple, et donc en réalité, et qui conduit à, comme le dit, je reprends ici les termes, je ne les retrouve bien sûr pas parce que je ne me relis plus, mais qui conduit effectivement, qui nous permet de mettre en relation, dit, je cite ici, j'ai retrouvé le texte, nous dit Olivier Beau, qui nous permet de mettre en relation la Constitution avec l'histoire politico-sociale. Hein. De voir en particulier que cette nouvelle notion de Constitution témoigne de l'apparition de la distinction entre l'État et la société civile, c'est ce que tout à l'heure Marc Chevrier rappelait par la distinction du dominium et de l'impérium qui apparaît à la modernité. Si elle se borne à limiter le pouvoir de l'État, c'est parce que, selon le modèle individualiste
libérale, la société doit s'autogouverner et que la Constitution et doit être justement l'un des instruments juridiques permettant la réalisation de l'autonomie de la société. Et c'est effectivement ce que nous dit Byrd aussi, quand dans ses conclusions, il nous rappelle effectivement que, en réalité, les thèses de Madison, qui ont été consacrées par les constituants, sont précisément des thèses visant à restituer à la propriété sa place et que l'État n'a pas d'autre mission principalement que de veiller à la propriété et au dominium et à en restituer effectivement la garantie. Marx l'a dit, le jeune Marx, qui n'était pas encore marxiste d'ailleurs, qui nous, effectivement, qui dans, je crois que c'est la question juive, présente très clairement, effectivement, la critique des déclarations des droits, notamment des déclarations françaises, pour nous dire ce sont des droits, alors on dit formels. En fait, ce sont des droits présentés comme des droits négatifs, en fait, qui isolent l'individu, qui désencastre, je reprends l'expression de l'économie de la société, qui le fragilise et qui finalement qui le laisse par conséquent, qui laisse à la force de la société, au fort dans la société, la puissance contre les plus faibles. Et donc en réalité, on a sur la revendication d'un droit universel et égal pour tous, on a le contraire, et on a au contraire la violence et la domination. Et donc le droit est une idéologie, etc. Enfin, tout ça, effectivement, on le retrouve en réalité chez tous ces auteurs dont je viens de parler. On le retrouve aussi chez Bokenford, aussi, qui dit exactement la même chose à l'ère du capitalisme. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'au fond, j'ai une petite réticence pour faire le livre de Byrd un modèle. Parce qu'en réalité, c'est pas trop ce qu'il nous dit, Byrd. Il nous fait un texte qui est très intéressant, il est passionnant en termes d'histoire sur la Constitution des États-Unis. Il nous montre bien que ce n'est pas une constitution du peuple tout entier, qu'en réalité, les clivages principaux ne sont pas les clivages entre fédéralisme, antifédéralisme, des clivages nord-sud, et des clivages plutôt entre propriétaires de créances sur l'État et puis débiteurs. Tout ça est très nouveau, très intéressant, mais en réalité, il nous fait l'histoire politique des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Et au fond, c'est pas l'essentiel. Ça, il n'est pas sûr qu'en France, il y ait eu, quand on a établi la Constitution de 91, qu'il y ait eu effectivement ceux qui étaient dans les constituants étaient à la constituante ceux qui avaient, bon, c'était des bourgeois bien sûr, mais enfin est-ce que c'était, il faudrait faire l'étude. En tout cas, elle n'est pas nécessairement duplicable. Le cœur de Byrd finalement, ce travail, je dirais, un peu empirique, est très intéressant. Je crois qu'il a une place considérable dans l'histoire politique des États-Unis, dans l'histoire académique américaine, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce texte-là qui soit nécessairement à mettre en évidence, parce qu'au fond, on en a d'autres de textes. Si on veut défendre cette idée que la Constitution n'est pas simplement, effectivement, un texte pour les jurys, c'est un texte d'économie politique, c'est un texte qui est un texte, je dirais, qui doit être saisi de façon pluridisciplinaire, c'est un texte qui est un texte politique. Au fond, je ne pense pas qu'il y ait de contestation. Il se trouve effectivement que peut-être en France, en ce moment, il y a eu, ou depuis quelques années, une tendance à ne plus voir tout à fait ça. Si ce cas-là pouvait servir avec d'autres à peut-être revenir dans cette dynamique-là, ce serait très bien, mais je ne pense pas que ça ait jamais été vraiment perdu. Je crois qu'effectivement, c'est un point extrêmement important. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire encore, mais je ne voudrais pas insister trop longtemps sur ce premier point. Le deuxième point, bien sûr, il faudrait ajouter que le capitalisme est né avant le constitutionnalisme. Il a, selon Harold Perman, il a commencé à apparaître au XIe et XIIe siècle. Bon, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. La Magna Carta qu'a cité déjà, elle donne effectivement la liberté des marchands par rapport au roi. C'est déjà la liberté de circulation des marchandises. On est déjà dans des éléments, dans des préliminaires du capitalisme. Enfin, en réalité, ce n'est pas encore le capitalisme. Mais c'est en tout cas, voilà, les choses ne sont pas bien sûr aussi carrées qu'on peut les présenter si on veut faire des conclusions en peu de temps. Il faudrait aussi, bien sûr, parler du capitalisme, de l'état social, tout ça, bien évidemment, dont a parlé M. Yerceau, qui est extrêmement important, parce qu'on voit bien la différence, il l'a bien montré, entre le capitalisme et la Constitution en Belgique en 1831, et puis la Constitution économique, qui n'est pas forcément d'ailleurs dans la Constitution politique, de la Belgique en 2019, et on voit bien évidemment, en termes effectivement de revenus primaires et secondaires, les considérables différences qui peuvent exister en 150 ans entre les deux systèmes. Et bien évidemment, tout cela est aussi à comprendre et à analyser, mais ça me conduit justement à arriver au second point, c'est la force. Je regarde ma montre parce qu'on peut nous fermer la porte bientôt. Donc la force effectivement qu'a pu avoir aussi le droit de la liberté, le libéralisme,
Je me le représente, alors ça a été évoqué par Dominique Rousseau ce matin, ça a été évoqué aussi par Jean-Jacques Sueur qui a rappelé effectivement que selon l'école de Nice, l'économie, en réalité, le débat est un débat entre, finalement, non pas entre le libéralisme et le constitutionnalisme, mais un débat finalement entre capitalisme et démocratie, démocratie supportée par une certaine théorie du libéralisme aussi. Donc il y a, ça a été dit aussi bien sûr très fortement aujourd'hui par Éric Fabry ce matin qui parlait de la propriété, qui a bien montré qu'il y avait plusieurs façons de comprendre la propriété en théorie politique et qu'on pouvait très bien passer, selon les conceptions du droit de propriété, à un droit à la propriété, d'un droit négatif à un droit positif. Tout ça est très central, je crois, même si ça a été peut-être une petite musique dans le colloque, mais elle a été permanente, et je pense qu'il faut rappeler la force émancipatrice aussi de la Constitution, des droits, du droit et des libertés telles qu'elles sont comprises par le libéralisme politique. Donc, je dirais simplement ici que, d'ailleurs, c'était un point extrêmement intéressant du colloque aussi de ce matin d'entendre Judith Treves qui nous rappelait effectivement que pour Foucault, en réalité, la normativité du droit, licite et illicite, n'est pas la normativité de la société disciplinaire et que c'est peut-être celle-là qui est visée quand on vise le capitalisme et qu'en réalité, il y a place effectivement pour s'appuyer sur la normativité du droit, pour affaiblir, pour contester, comme ça a été le cas d'ailleurs, pour contester, pour parfois réussir la société disciplinaire des normativités autres. Donc je voulais simplement dire ici, d'ailleurs en m'appuyant sur ce que disait Éric Fabry ce matin, qu'en réalité il y a tout état de courant extrêmement important dans le libéralisme contemporain qui sont des ressources, qui ont été des ressources, que ce soit Rawls et la défense d'un certain social-démocratie, d'une démocratie sociale finalement, d'un état social, avec ces principes de justice, que ce soit de nos jours quelqu'un comme Philippe Petit, qui sur une thèse dite républicaniste, conçoit effectivement la notion de liberté pas comme une notion négative, mais comme une notion positive, au contraire, et ça reprend peut-être la distinction que faisait tout à l'heure Éric Fabry, et qui montre effectivement qu'on n'est pas libre simplement, c'est pas une liberté négative qui s'oppose simplement qui par définition sont des libertés qui ne peuvent que s'opposer entre elles, alors que la liberté positive, au contraire, doit se comprendre par une interprétation constructive de ce que c'est que la liberté, et qui affaiblit au contraire les conflits et qui permet de construire une société commune, et pas une société de gens qui sont en compétition. Donc, de même, Dworkin également, qui a une conception qui fonde la liberté sur l'égale considération due à chacun, et qui par conséquent voit uniquement les libertés comme des droits à opposer à des politiques utilitaristes qui viendraient porter atteinte au nom de préférences quelconques ou préférences aux droits des autres. Donc il y a là des tas de ressources dans le libéralisme politique, bien évidemment, Dworkin par exemple, qui considère que précisément l'égale considération permet des inégalités, mais il faut encore que les droits des successions soient très fortement taxés, parce qu'il faut rebattre les cartes régulièrement. Donc on a des tas de possibilités dans le libéralisme. Le libéralisme est une force par conséquent émancipatrice, dans le contexte, d'ailleurs, comme je le disais, d'un concept essentiellement contesté, puisque c'est dans la contestation de ce que c'est que le libéralisme qu'on peut trouver les ressources pour trouver principalement les moyens de notre émancipation. Je rappelle aussi, d'ailleurs, que le jeune Marx était plutôt, finalement, libéral, progressiste, en quelque sorte, et qu'il a lui-même, d'ailleurs, plaidé des droits devant des juges, en se revendiquant des libertés, alors des libertés non pas du libéralisme, mais des libertés de l'ancien temps contre les libertés bourgeoises, mais et qu'il y a parfois chez Marx, il y a eu en tout cas chez Marx parfois l'idée que le droit n'était pas une simple idéologie, mais était aussi une ressource qui, je signale d'ailleurs, qui est sorti il y a quelques semaines, un numéro de la revue Droit et Philosophie de Paris 2 sur Marx et le droit. Très très remarquable numéro que j'ajoute à la bibliographie qui a été citée tout au long de la journée. Et puis le point 3, oui, alors le point 3, c'était un peu une conclusion, j'ai pas de réponse, même si on m'a dit que les juristes devraient avoir des réponses, mais non, parce que, et simplement, il faut relever effectivement, encore une fois, les choses qui sont rebattues, que ce soit effectivement cet individu
capital, cet individu entrepreneur qui finalement qui fait que toute sa vie, en dehors des lieux de l'usine et en dehors des lieux et du temps de travail, est saisi finalement par l'entrepreneuriat et par cette domination finalement d'autant plus pernicieuse qu'on veut lui faire croire qu'en réalité il est libre, qu'en réalité c'est cette liberté dont on se sert pour finalement pour mieux la servir dans le temps et dans l'espace. Eh bien, quelles sont les ressources contre, non pas une société au contraire de la discipline, mais contre une société qui se présente comme une société de la liberté? Quelles sont nos ressources en tant que... quelles sont nos ressources juridiques contre cela? Je crois que c'est très bon de poser la question parce que sans doute qu'il y a un travail à faire sur ce terrain-là et que précisément peut-être que les juristes, contrairement peut-être aux philosophes, n'ont pas commencé à l'entreprendre suffisamment. On parle du revenu universel, etc. Mais bon, est-ce que c'est une bonne piste? Est-ce que bon, il faudrait réfléchir? Et je crois que là encore, un travail interdisciplinaire est nécessaire. Je crois aussi qu'il y a toutes ces normes, cette normativité privée des grandes entreprises qui contrôlent des chaînes de valeur considérables sur l'ensemble de la planète et qui, pour contrôler cette chaîne de valeur, édictent des tas de normes, notamment en termes alimentaires, qui sont établies par Carrefour ou par les grandes entreprises multinationales qui vendent des produits. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors c'est vrai qu'ils créent de la Constitution, c'est-à-dire que puisqu'ils édictent des normes, ils s'interrogent sur la façon de les produire. Donc ils créent effectivement une espèce de rule of law privé. Ils choisissent effectivement des juridictions quelque part dans le monde qui leur paraissent les plus à même de faire passer leur position. Donc ils choisissent aussi des juridictions des États, mais ils les choisissent librement. On est en face d'un phénomène qui est absolument gigantesque. C'est ce que Benoît Friedman et l'école de Bruxelles appellent le droit global, dans une théorie particulière du droit global, mais auquel il consacre des travaux extrêmement importants. Il s'agit effectivement ici d'abord, dans une approche pragmatique, de regarder effectivement ce qu'il en est et de voir effectivement ce que ça produit avant d'envisager peut-être d'agir au sein même de ces systèmes normatifs nouveaux. Peut-être parce qu'au fond, il n'est pas non plus dit qu'on ne pourrait pas leur faire produire des résultats plus positifs que ceux que pour l'instant ils produisent. Et puis il y a bien sûr aussi la question environnementale. Le débat est ouvert maintenant entre la compatibilité entre le libéralisme et le droit et l'environnement et le climat. Je ne me prononcerai pas sur ces questions-là, mais bien évidemment les juristes aussi doivent absolument, et les philosophes aussi, se prononcer, parce qu'il n'est pas certain a priori que le libéralisme soit pas contre le climat, mais en tout cas la question mérite d'être posée, quel libéralisme, quelle lutte contre le climat? On est effectivement ici en présence d'immenses questions qui ont été posées lors de ce colloque, ce qui en fait un grand colloque, et nous remercions tous les organisateurs, et Laureline Fontaine en particulier, de nous avoir invités à y participer. Merci beaucoup.